Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 13 septembre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, plusieurs sujets retiennent notre attention du dernier conseil de ville de Saint-Raymond ce lundi et nous avons une entrevue à vous proposer avec le maire Daniel Dion. Les candidats à l'élection générale du 1er octobre dans Portneuf ont profité de l'expo de Donnacona pour se faire voir et entendre et on se prépare au débat sur les ondes de CJSR. Inauguration dimanche des jardins communautaires de la forêt nourricière de Saint-Raymond. Durant tout le mois d'octobre, la ville de Saint-Raymond s'illuminera de rose pour une 5e année consécutive. Nous avons une entrevue avec Christiane Huot. On a célébré la vie cette semaine dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide dans Portneuf. Et sur la scène culturelle, nous avons un nouveau collaborateur qui nous parlera des événements à venir dans Portneuf, Jacques Cartier. Bonne émission. Sur le dernier conseil de ville de Saint-Raymond du lundi soir, 10 septembre dernier, plusieurs sujets ont retenu notre attention, dont les travaux de construction de la caserne des incendies et du garage municipal, un projet de digue sur la berge de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond, d'une coupe forestière à blanc, d'une nouvelle coopérative d'habitation et du comité santé dans Portneuf qui s'active toujours pour protéger les acquis et améliorer la proximité des services médicaux. Nous avons profité de l'après-conférence de presse portant sur Saint-Raymond-Ville-Rose cette semaine pour parler de ces différents sujets avec le maire Daniel Dion. On annonce votre 5e implication, en fait, au Souper Rose et à l'édition, à la 5e édition, en fait, de Ville Rose pour Saint-Raymond. Pourquoi vous impliquez autant que ça dans ce concept? Bien, c'est un mois, tout le mois d'octobre, qui est pour la lutte au cancer du sein. Et puis, on est très intéressés. Nous, ça fait, mon épouse, premièrement, elle m'a fait prendre conscience de toute l'importance de ça parce qu'elle travaille dans le dépistage du cancer du sein depuis une quinzaine d'années. Elle a fait le tour du comté de Portneuf, alors ça nous a incité à embarquer dans... Et puis elle voulait que la ville de Saint-Raymond s'implique là-dedans. Ça fait qu'on a embarqué, c'est la ville de Québec qui a parti le mouvement. Oui. Il y a beaucoup de roses à Québec. Alors nous autres, on a embarqué dans le mouvement en éliminant nos édifices pour sensibiliser le monde à ça. Puis en faisant un beau souper, principalement avec des femmes. Oui. Il y a des témoignages, etc. Ça fait que c'est vraiment un gros appui de la population à ces femmes-là qui subissent des traitements actuellement à Québec. Oui. Et les gens peuvent donner, en fait, oui, à la cause? On ramasse l'année passée, on a ramassé quasiment 5 000 $. Avec ça, les dons peuvent être faits directement en ligne. En allant sur le site de la ville, on clique finalement sur l'onglet rose et puis on suit la procédure puis on fait notre petit don, que ce soit 25 $. Tous les dons sont bienvenus, là. Puis on ramasse ça à la fin. On met tout ça avec toutes les villes participantes parce qu'il y a beaucoup on appelle ça des porteurs de lumière, oui, que je suis avec mon épouse. Il y en a dans la région de Québec. On accumule toutes les sommes. L'an passé, je pense que ça a été 300 000 $ qui ont été remis à la maison d'échange Fabia. Oui. M. Dion, revenons sur le conseil municipal de lundi dernier. Plusieurs dossiers quand même. Oui. Peut-être tout d'abord caserne et garage. Où on en est dans le projet? Bien, ça va très bien. Aujourd'hui, justement, les structures d'acier sont là. Au début, ça a été un peu de travail, surtout sur le terrain qu'on a ici à la Grande Ligne. C'est un terrain où il y a eu plusieurs entreprises, puis il y avait un petit peu de contamination, pas vraiment de la contamination, mais plusieurs déchets qu'on a retrouvés
sur le terrain, du remplissage des remblais. Alors, il a fallu nettoyer tout ça. Et puis, finalement, tout est en place. Ils ont fait leur coulage de ciment dans le bon temps parce qu'il y a des dates à respecter là-dedans. Le ciment doit être prêt pendant 10 jours avant d'y mettre des structures d'acier. Ça fait que tout s'est passé. Le ciment est à compléter pour le 31 août, puis le 10 septembre, les structures d'acier sont rentrées. Ça fait que cette semaine, on est en train de lever à bâtir. Ça va aller très vite. Là. Ça fait qu'il n'y a pas aucun délai qu'on avait prévu dans le calendrier. Ça fait que moi, je suis bien heureux. Échéancier, justement? Bien, la caserne, on part de février, puis il y a des choses qui vont être complétées pendant l'été. Par exemple, il y a de la brique à l'extérieur, alors on est convenu que c'est sûr qu'on ne pose pas de la brique l'hiver, alors c'est des choses qu'on fera à l'été. Puis aussi, il y a de l'asphalte, l'asphaltage à faire tout autour de la bâtisse, on va compléter ça l'année prochaine, mais ça ne nous empêchera pas de rentrer dans la caserne pendant l'hiver. Oui. En termes de budget, est-ce que vous avez réussi à respecter jusqu'à maintenant les budgets? Oui, c'est sûr. C'est mon dada, un peu de budget. Alors, on participe finalement aux réunions de chantier. À toutes les 2 semaines, une réunion de chantier, puis on suit. S'il y a des extras, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable? La plupart du temps, on les accepte pas parce que c'est des choses qu'on n'avait pas pensé, des petits extras. Mais si c'est du superflu, on les élimine et c'est tout. Justement, comment on gère les extras aujourd'hui? Bien, c'est parce que quand ils font un projet comme ça, ils en prévoient des extras automatiquement, surtout par les villes. En tout cas, c'est un peu la règle de l'art dans les villes. C'est normal qu'il y ait des extras. Pour nous autres, dans l'entreprise privée, c'est pas normal, mais dans les villes, oui. Alors, finalement, par exemple, l'autre jour, on a mis finalement un toit qui était en tôle ordinaire, puis on avait oublié de mettre la tôle galvanisée, puis c'était au-dessus du ciel. Fait que c'était pas logique de ne pas en mettre, mais c'était qu'un oubli qu'il y avait eu. Donc, c'est normal de payer un petit extra pour la mettre conforme. Sans ça, au bout d'un an, autrement dit, le toit d'acier aurait été tout pourri puis tout percé. Ça fait que dans ce cas-là, ça peut être un bon extra. Parce que la personne qui a soumissionné dessus, il ne l'a pas mis dans sa soumission parce qu'il ne l'avait pas. C'était galvanisé, c'est plus cher. Ça fait que là, on peut un petit extra. C'est le genre d'extra qu'on peut accepter dans ce cas-là. Parlons de la digue pour protéger justement une dizaine de propriétés rue Beaulieu, en fait, Rivière-Sainte-Anne. Projet qui devrait se réaliser? Bien, très gros projet qu'on veut réaliser. On voulait même le faire au mois de septembre. Là, actuellement, on est avec le ministère de la Sécurité publique. Puis finalement, il n'y a pas rien qui va se passer dans le temps des élections. C'est un peu ça qui nous retarde finalement pour avoir les confirmations de sécurité publique. Il y a des sommes importantes. Il faut qu'ils donnent en prévention. Puis il y a des sommes importantes parce qu'il y a eu 2 maisons qu'on a eu des avis d'évacuation si l'eau monte encore trop, 400 mètres cubes seconde, ce qui arrive de temps en temps durant l'année. Il va falloir évacuer 2 maisons qui sont en éminence. Fait que c'est quand même rendu assez grave. Là, suite à ça, le ministère a pris position. Ils vont nous donner les sommes qu'on veut. On a fait un montage financier. Une fois qu'on va tout avoir ça, on va rencontrer les citoyens. Puis il va y avoir une taxe de secteur. Le reste qui va être payé par eux, puis un petit bout par la ville, puis on va réaliser le projet. Puis c'est possible, ça s'enclenche tout de suite cet automne. OK, on parle d'un budget qui frôle combien? C'est plus d'1 million de dollars pour faire une digue. C'est une très grosse digue qu'il faut faire avec des roches spécifiquement. Des roches qu'on va concasser puis qu'on va mettre en place. Ça prend une membrane. On appelle ça faire une clé. Il faut creuser pour être sûr que ça ne reparte pas dans 3 ans. Ouais. Est-ce que d'autres emplacements où on devra justement construire... Là, ça touche une dizaine de propriétaires à partir du bout du rang de la Grande Ligne, finalement. Et puis, ça se rend jusqu'à la rue Beaulieu. Puis là, ça a tout été érodé. Finalement, l'eau a tout grugé le terrain, c'est parti dans la rivière. Puis là, on va refaire ça droit à une digue. Alors, il faut la faire tout en même temps, les 10. Puis une fois que ça va être fait, ça va être comme droit. Il n'y aura plus de prise pour l'eau dans l'avenir. Oui, et peut-être en parlant de la rivière, ça va bien actuellement. Comment ça va les travaux avec l'Université Laval? Bien là, on attend le rapport final qu'on n'a pas encore. Brian Morse... il est supposé nous déposer un rapport, mais on a Benoît Turcotte qui est parti pour d'autres cieux. Il a pris un gros mandat, je pense, en Alaska. Alors malheureusement, on le perd. Il est peut-être comme trop compétent, puis ils sont venus le chercher pour faire un autre mandat, justement, qui concerne les rivières et les inondations dans un autre secteur du pays. Au conseil de ville, il y a un citoyen qui a en fait rendu public une requête d'une coupe à blanc dans le secteur du rang Petit-Sainte-Foy. C'est quoi exactement la problématique? Bien là, il arrive des individus qui sont propriétaires d'une terre. Ils veulent faire une coupe de bois
Puis ils voulaient toutes les couper parce que le bois il était à maturité, ce qui estime à maturité, il avait 60 ans. Alors, nous, à la ville, ils viennent chercher un permis, finalement, pour faire une coupe. Nous, on n'a pas le droit de donner le permis, à moins qu'il soit signé, le permis de la coupe, par un ingénieur forestier, qui était dans ce cas-là le groupement forestier, puis qui a autorisé cette coupe à blanc. Mais il y a 5 propriétaires qui en ont fait la demande, tant qu'à être dans le secteur. Puis en faisant ça, ça a fait une grosse coupe à blanc qui est quasiment incroyable puis qui n'est pas acceptable non plus. Là. Ça fait que ça a été fait dans le petit Sainte-Foy. Alors, ça détruit le paysage naturellement, puis ça détruit finalement, il y a un sentier qui passe là, un sentier piétonné. Alors, c'est pas beau. Fait que là, nous, ils ont levé le drapeau, eux autres, ils veulent pas que ça arrive ailleurs dans l'île de Saint-Raymond. Dans Port-Neuf. S'il faudrait que ça arrive une coupe à blanc dans la vallée Bras-du-Nord, un endroit que les touristes verraient, ça serait épouvantable. Fait que là, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va retourner à la MRC, parce que c'est la MRC qui avait adopté une réglementation finalement régionale. J'en ai jasé, puis les autres, ils disent c'est conforme à notre réglementation. Ça veut dire que notre réglementation n'est pas assez sévère. C'est que moi, à la ville, je veux qu'on travaille là-dessus pour la mettre plus sévère, pour qu'un désastre comme ça ne se reproduise plus dans la ville. Ça fait qu'on va travailler sur une autre réglementation. Oui. Coopérative d'habitation, le projet avance malgré tout? Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Puis là, on est à la recherche d'un terrain finalisé où on va le mettre dans la ville. Alors, on a quelques endroits ici. Est-ce qu'il va être ici en Basse-Ville, finalement, ou en haut de la côte? Et puis, finalement, ça consiste une ville comme dans un projet comme ça de coop d'habitation avec la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Il faut que la ville fournisse dans le terrain. Ça fait qu'on est en train d'aller à la recherche. Bien, on a donné un appui au projet pour que ça procède. Oui, et ça, c'est géré ou en fait, c'est la FADOC Chantejoie qui chapeaute le projet? Qui est l'instigateur. Parce qu'il y a beaucoup de membres, mais autres, il y a une demande de faire pour faire une coopérative. Là, à ce moment-là, c'est des loyers plus à prix modique. Au lieu d'être 2400 $, ça peut être des loyers à 1600 $, alors plus abordable. Puis il y a beaucoup de leurs membres qui demandaient ça. Ça fait que la FADOC a été un peu l'instigateur de ça. Puis on est en train de faire une coopérative avec les premières, ça sera 45 logements à peu près. OK. Et peut-être en terminant, revenons sur le comité santé dans Port-Neuf. Oui. Vous voulez rencontrer tous les candidats, en fait, de l'élection. Oui. Pourquoi? Bon, c'est donné comme mandat. On a eu une réunion justement la semaine dernière. On veut s'assurer, nous, que tout ce qui était annoncé pour l'hôpital régional se fasse, puis que tous les candidats s'engagent au nom de leur gouvernement. Moi, j'ai rencontré M. Legault quand il est venu justement à Saint-Raymond, puis je lui ai parlé justement de ce cas spécifique-là, qu'il y avait eu des annonces de fait, puis on veut qu'ils s'engagent à le réaliser. Alors, on veut rencontrer tous les candidats, puis qu'ils soient bien au courant de notre problématique. Après ça, les médecins. En région, nous, c'est compliqué de répartir bien les médecins pour qu'on ait accès aux médecins. Ça fait qu'on va les mettre finalement bien au courant de ça, de toutes les parties pour qu'ils partent avec la bonne idée, puis qu'on soit sûr que peu importe les parties qui entrent, finalement, ils procèdent, puis qu'on ait ce qu'on veut, nous, nos soins de proximité, qu'on est en droit de s'attendre dans Port-Neuf. Avez-vous l'impression justement que ça va bien? Oui. Les projets et tout à l'hôpital? Oui. Oui, nous autres, on est allés, là, justement, pendant l'inauguration. Pendant votre accent, on a eu l'inauguration, finalement, du 3e étage, puis on a annoncé aussi le TACO, puis la chimiothérapie. Ça fait que c'est tous des dossiers, mais c'est pas une annonce du gouvernement, c'est une annonce du ministère de la Santé, puis du CIUS. Ça fait que c'est intéressant, là. Ça veut dire que c'est dans la machine. Puis eux autres sont dans les plans et devis. Ils sont une recherche de professionnels, fait des plans et devis, puis après ça, on va lancer ça. On va prendre les plans de devis, puis on va rechercher des professionnels puis des compagnies de construction pour faire l'agrandissement qu'il faut. Oui. Et vous considérez que la plus grande problématique dans Port-Neuf, c'est l'accès à un médecin? Bien, c'est ça qu'on est en train de vérifier. Est-ce qu'on a notre part dans Port-Neuf, dans la capitale nationale, des médecins? C'est ça qu'on est en train de vérifier aussi. Est-ce qu'on a notre part comme Charlevoix? Ils ont 2 hôpitaux, la région de Québec. Il faut avoir notre part. Puis après ça, la répartition nord-sud, on a vu qu'on est obligé de séparer en 2 territoires. Il y a plus de médecins qui aimeraient ça s'établir à Neuville, puis envoyer leurs enfants finalement à Sainte-Foy puis à Cap-Rouge, c'est normal. Mais il faut avoir des médecins aussi à Saint-Raymond, à Saint-Martin-des-Carrières pour le nord. Et puis là, on est obligé de forcer la note en faisant 2 territoires. Alors, c'est ça qu'on travaille actuellement pour être sûr de plus avoir d'accessibilité. Parce qu'ici, dans Port-Neuf, c'est normal de faire 30 km pour avoir ton médecin. Mais à Québec, quelqu'un ne peut pas être à Le Bourgneuf et aller voir son médecin à Sainte-Foy, c'est trop loin. Il faut qu'il fasse une autre clinique à Le Bourgneuf. C'est seulement 10 km entre les deux. Alors, c'est deux poids, 2 mesures. Puis ça, c'est pas acceptable parce qu'on est dans la même famille du CIUS de la capitale nationale. Oui. On va défendre nos points de ce côté-là. Oui, et peut-être en terminant là-dessus aussi avec le dossier des ambulances, est-ce qu'on devrait changer le mode de fonctionnement, les modalités actuelles? Bien, c'est ça, on est revenu avec ça, c'est que
Justement, on a demandé une rencontre avec le CIUS, Mme Nathalie Petitclerc, qui représente qui est Portneuf ici, du CIUS. Oui. Parce qu'il aurait dû sortir un peu, on aimerait ça qu'il sorte dans les journaux pour expliquer comment ça fonctionne, les ambulances, parce que là, il y a quelqu'un, c'est-tu le répartiteur qui a mal fait son travail, le chauffeur de l'ambulance qui a mal fait son travail, parce qu'il y a quelqu'un qui, au lieu de s'en aller à Québec, il avait son bracelet d'hôpital, ils l'ont emmené à Saint-Marc. Ça fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mal fait son travail. Ça fait que là, il faudrait aller expliquer ça à la population. Pendant qu'on n'explique pas, mais toutes sortes de rumeurs partent. Ouais. Mais il reste que 70% des gens qui sont amenés dans nos hôpitaux, dans Portneuf, ça règle le problème, puis il y en a peut-être juste 30% qui doivent continuer à Québec. Ça fait que pour eux, c'est important. Puis si on ne fait pas ça, bien, eux autres, ils vont fermer nos soins dans Portneuf et on va tous s'en aller à Québec. C'est ça. C'est ça le but qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Ça fait que s'il manque il manque peut-être des ressources additionnelles ici. Des fois, le médecin ici, l'hôpital régional à Saint-Raymond, il est obligé de prendre l'ambulance, s'en aller à Québec. Il ne reste plus aucun médecin. Ça fait que c'est pas normal. Il faudrait peut-être qu'il soit 2, quelques périodes. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. Ouais. M. Dion, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Parlons campagne électorale dans Portneuf. Les candidats et candidates poursuivent leur bain de foule et des rencontres avec les électeurs, les élus et se préparent pour le débat de ce mardi 18 septembre sur nos ondes en direct à partir de 19h. On y reviendra. L'expo de Donnacona est encore, comme en 2014, un bain de foule par excellence pour les candidats qui travaillent fort pour devenir le ou la prochaine députée de Portneuf à l'Assemblée nationale. Il faut souligner que l'expo Donnacona compte plus de 50 000 entrées durant les 4 jours à l'Arena. On y reviendra aussi. Du côté du Parti libéral du Québec, le vendredi 7 septembre dernier, le candidat Philippe Gasse était accompagné du ministre sortant des Finances, Carlos Leitão, qui se représente, il faut le dire. Il est le député sortant et candidat dans le comté de Robert Baldwin. C'est dans l'ouest de Montréal. Suite à une visite d'entreprise à Donnacona et Pont-Rouge, dont Transport Mat, Château-Bellevue et Écotrac, un point de presse s'est tenu à l'Expo Donnacona au kiosque de Philippe Gasse. Le manque de main-d'œuvre a été le thème central et M. Leitão est d'avis que le manque de main-d'œuvre en région comme la nôtre est plus difficile, particulièrement au recrutement et à l'intégration des immigrants. Donc, un des éléments dans cette coffre à outils, c'est l'immigration. Oui. Et quand on parle d'immigration, c'est aussi donc l'immigration économique et le besoin de régionaliser l'immigration. Donc, que les personnes qui ont tendance à rester seulement dans les grands centres urbains de Montréal et Québec, mais qu'ils viennent aussi en région. Ça demande un effort de la part du gouvernement aussi pour mettre ensemble, pour faire l'arrimage entre les emplois qui sont disponibles, et il y a des emplois disponibles, et puis les personnes qui se cherchent d'emploi. Donc nous avons un rôle à jouer pour essayer de faciliter le flot d'informations. Puis une fois les personnes identifiées, une fois les personnes arrivées sur place, je pense qu'il y a aussi un effort à faire dans le processus d'intégration. Et souvent, ce sont des choses très simples. Une personne qui arrive, qui connaît personne, qui n'a pas ces réseaux naturels de personnes qui vont les aider. Bon, je pense que les municipalités, les groupes communautaires dans les régions peuvent, et ils le font déjà, il faudrait juste l'améliorer ça, servir de réseau. Donc accompagner les personnes dans l'inscription à l'école, trouver un médecin, trouver une pharmacie, enfin ces choses de proximité qui font toute la différence dans le processus d'intégration d'une nouvelle famille qui arrive en région. Donc je pense que là aussi, nous, en tant que gouvernement, nous avons un devoir à faire pour faciliter ce processus-là d'intégration. Parce qu'on peut amener les gens, mais ce qu'on veut, après, c'est qu'elles restent dans la région. Et pour ça, il y a un effort additionnel à faire. Au Parti québécois dans Portneuf, le candidat Christian Hébert a reçu la visite de 5 collègues candidats et candidates de la capitale nationale à l'expo de Donnacona, dont Annie Morin, ex ou présidente de l'association du Parti québécois de Portneuf, qui est candidate dans Charlesbourg. Christian Hébert tenait un point de presse ce jeudi matin 13 septembre à son local de Donnacona pour faire part des engagements de son parti en matière d'éducation et de famille. Le Parti québécois entend démarrer un vaste
vaste chantier de rénovation et de construction d'écoles, conserver et bonifier l'offre de services en éducation et en formation, en plus d'implanter un service de repas à prix modique dans les écoles, 2 semaines de plus de congé parental au père et le retour à un tarif unique dans les CPE et les services de garde subventionnés. Christian Hébert trouve inconcevable que Portneuf ait le plus faible taux de diplomation postsecondaire de la capitale nationale. Le candidat de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, Vincent Caron, a aussi passé la fin de semaine à l'exposition de Donnacona. Il tenait un point de presse également ce jeudi matin à son local de Saint-Basile. En matière de santé, Vincent Caron entend surveiller de près la réalisation des annonces faites par les libéraux à l'hôpital régional de Portneuf en collaboration avec le comité de citoyens et s'assurer que Portneuf soit bien représenté au conseil d'administration du CIUS de la capitale nationale. L'accès plus rapide à un médecin de famille et aux services de soins de première ligne, particulièrement dans le secteur nord de Portneuf, l'accès à Internet haute vitesse et cellulaire partout dans les aires habitées de Portneuf, le quai de Portneuf, une plus grande offre d'hébergement aux visiteurs et touristes, en plus de faciliter le recrutement et la reconnaissance professionnelle et l'intégration des immigrants ont été des thèmes qu'a abordé M. Caron. La communication et les ententes entre les organisations tant touristiques que socio-économiques pour unir Portneuf est un grand défi régional important à relever. On l'écoute. En effet, sur le plan touristique, comme sur tous les autres plans, il faut qu'on soit bien plus unis, qu'on se parle un peu plus et pas qu'on se regarde comme des adversaires. Odile Pelletier de Québec solidaire nous fera part de son bilan de mi-campagne ce vendredi lors d'un 5 à 7 au relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. Et le candidat du Parti conservateur du Québec, Guy Morin, poursuit ses rencontres avec les électeurs et les élus dans les différentes municipalités du comté. Et ce mardi soir, 18 septembre, dès 19h, sur nos ondes, vous sera diffusé le débat entre les 5 candidats qui ont confirmé leur présence et dont j'aurai le plaisir d'animer. Les candidats devront répondre à 5 questions portant sur les thèmes des services de soins de santé, services de l'éducation, le développement agricole, le développement des affaires et de la culture. Des échanges sont prévus entre eux. Pour éviter une salle partisane, chaque parti politique ne pourra inviter que 10 militants dans la salle du conseil de ville de Saint-Raymond. Ce débat télévisé et en rediffusion sera précédé la veille par une activité politique organisée par les chambres de commerce de Portneuf. Les membres des différentes organisations d'affaires se donnent rendez-vous à la pizzeria Paquette à Saint-Raymond ce lundi 17 septembre dès 18h. Les 5 candidats ont été invités à parler de développement économique et répondre aux questions des gens d'affaires. Par voie de communiqué, la Fédération des syndicats de l'enseignement et le syndicat de l'enseignement Portneuf profitent de la campagne électorale pour rappeler aux différents partis politiques leurs besoins pour pratiquer adéquatement leur profession dans les conditions actuelles. On souhaite améliorer le quotidien des enseignantes et des enseignants du réseau public au Québec qui ont une tâche trop lourde et de plus en plus complexe, disent-ils, autant au préscolaire, au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle qu'à l'éducation des adultes. Parmi leurs demandes, assurer une composition de classe équilibrée et des services suffisants pour les élèves, reconnaître l'autonomie professionnelle, offrir une charge de travail respectueuse des enseignants et leur accorder une rémunération à la hauteur du travail accompli. Pour les organisations syndicales, les partis politiques doivent s'engager à rétablir minimalement le niveau de financement qui prévalait avant les compressions des dernières années. Le syndicat de l'enseignement de Portneuf représente environ 585 enseignantes et enseignants de tous les secteurs à l'emploi à la commission scolaire de Portneuf.
Revenons sur l'expo de Donnacona, la 50e, qui ne cesse de croître en termes d'achalandage. Les organisateurs, père et fils, Nelson et Simon Langlois, estiment avoir atteint un record avec plus de 53 000 entrées durant les 4 jours du jeudi soir au 6 au dimanche 9 septembre dernier. Les différents spectacles, dont celui des deux frères, ont battu des records. Plus de 160 exposants étaient au rendez-vous à l'intérieur comme à l'extérieur de l'aréna et le parc des manèges a fait le bonheur des petits comme des grands. Dimanche dernier, des élus de Saint-Raymond et même le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, ont participé à l'inauguration des jardins communautaires de la forêt nourricière de Saint-Raymond. Épluchettes de blé d'Inde, artistes, peintres avec couleurs et pinceaux, musique petite histoire, inauguration d'une sculpture végétale et autres étaient au rendez-vous. Il faut dire que ce projet est une histoire de passionnés, bénévoles, qui se sont mobilisés pour transformer une parcelle de terre inutilisés ou presque, près du débarcadère et du parc riverain de la rivière Sainte-Anne et qui servait même d'entrepôt pour certains matériaux de travaux, des travaux publics de Saint-Raymond. À l'initiative de Valérie Marion, ce terrain est devenu une forêt qui produit plein de fruits disponibles gratuitement à la population lorsque mûrs, plus de 120 espèces cultivées, en plus d'un jardin fécond et généreux d'environ 6 000 pieds carrés qui fait la joie et le bonheur de bien des jeunes et aussi des aînés. Plusieurs élèves des écoles primaires de Saint-Raymond et de la résidence pour aînés, l'Estacade, viennent donner du temps et mettre les mains à la terre ou tout simplement vivre des moments de tranquillité. Ce projet a mobilisé des individus et des entreprises qui gravitent autour de l'agriculture, de la forêt et de l'aménagement paysager dans un esprit communautaire et selon les principes de la permaculture. Une serre bioclimatique pourrait s'ajouter comme équipement et qui permettrait de produire entre autres les graines et les semis du jardin. Une conduite d'eau pour alimenter la serre est aussi envisagée. Écoutons Jean-François Tifo, propriétaire de l'entreprise horticole Yeti, qui s'implique activement au projet depuis ses débuts. Une serre bioclimatique, c'est une serre qui se chauffe par elle-même. On n'a pas besoin d'apport d'électricité, rien de ça. L'idée étant que le solaire suffit à réchauffer une masse thermique qui est inclue dans la serre, qui rediffuse la chaleur dans la serre tout le temps. Puis on a fait une demande de subvention, puis tadada, on a eu une partie du montant. On a eu, ça aurait été le fun d'avoir l'entièreté du montant, mais on a eu un 30% du montant, ce qui va nous permettre dès cet automne de faire les bases de la future serre. Et la future serre va être complètement à l'autre coin là-bas de la forêt nourricière pour profiter le maximum de soleil, d'ensoleillement, même en hiver. Ce lieu est devenu un ressourcement et une intégration communautaire pour les membres de l'organisme en santé mentale dans Portneuf, l'Arc-en-Ciel. Le site pourrait être en activité 12 mois par année aux passionnés bénévoles qui y trouvent le bonheur, comme le souligne le représentant de l'organisme en santé mentale, Luc Tremblay. Je terminerai en référant à une chanson qu'on entend très souvent actuellement à la radio, télévision, ceux qui vont sur le web. Le bonheur, il est où? Ça vous dit quelque chose? Oui. Il est où le bonheur? Il est où? Moi, je pense que le bonheur aujourd'hui est ici, avec nous. Et je vous invite à le partager. Je vous invite à ce qu'on le partage aujourd'hui, ce bonheur-là. Les évaluateurs de l'organisme Les Fleurons du Québec ont pris en considération la réalisation de la forêt nourricière et du jardin communautaire dans leur processus de classification pour Saint-Raymond et qui sera dévoilé cet automne. On en a parlé un peu tout à l'heure avec le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Durant tout le mois d'octobre, la ville de Saint-Raymond s'illuminera de rose pour une 5e année consécutive en guise de solidarité envers les femmes atteintes et survivantes du cancer du sein. Pour une 4e année, un souper rose est prévu le vendredi 12 octobre et un souper indien le mercredi 3 octobre. Pour nous en parler, écoutons une entrevue que nous a accordée l'épouse du maire et initiatrice du projet Saint-Raymond-Ville-Rose, Christiane Huot.
Bonjour, Mme Huot. Bonjour, M. Beausoleil. Mme Huot, avant de parler de votre implication à la 5e édition de Saint-Raymond-Ville-Rose, vous avez annoncé tantôt que le programme de dépistage, en fait, du cancer du sein dans Port-Neuf et un peu partout dans la capitale nationale, c'est aboli? C'est pas aboli. Le programme n'est pas aboli. C'est les animatrices, les animateurs, partout, là, comme dans la capitale nationale, on abolit le poste. Mais le programme est là pour durer encore. Le programme de dépistage cancer du sein, ça, c'est le programme qui invite les femmes à passer une mammographie aux 2 ans. Oui. Un programme de prévention. Mais ça dure encore. Là. Ça, ça continue. On va encore recevoir notre lettre tous les 2 ans pour nous inviter à aller passer notre mammographie. Ce qui était aboli, c'est les postes d'animatrices. Je travaillais avec Céline Girard puis toute une équipe là, dans le comté pour informer les femmes, pour les inciter à aller passer leur mammographie. Ça n'existera pas. Il n'y aura plus d'animateurs. Pourquoi? Bon, on nous dit que les objectifs ont été atteints. Et puis, c'est vrai aussi, parce qu'en 1998, ça fait 20 ans cette année, quand le programme a commencé, les principaux buts du programme, c'était d'emmener les femmes au dépistage. On voulait qu'il y ait le plus possible de femmes qui s'y rendent. On est rendu à 70 %. Les autres considèrent que c'est très, très bon, là, 70 % des femmes qui passent leurs examens aux 2 ans. L'autre but, c'était de diminuer le taux de mortalité d'au moins 20 %. On est rendu on frise les 40, là, selon les régions, entre 35 et 40. Oui. J'ai l'impression, moi, que peut-être que le CIUS va dire on va aller dans un autre programme ou est-ce qu'il y a peut-être un peu moins d'informations. Je pense, entre autres, au cancer du côlon. Il y en a énormément. C'est moins connu. Peut-être qu'on aura des animateurs pour ça. Peut-être qu'ils vont mettre un budget là-dedans. Okay. Est-ce que c'était la première fois qu'on développait ce concept-là avec animation dans un territoire pour le cancer? Pour la prévention, je pense que oui. OK. Oui. Nous autres, c'était prévention au niveau du cancer du sein, là, mais on sait qu'on pourrait faire de la prévention pour bien des cancers aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Parlons maintenant de votre implication pour une 5e année. Saint-Raymond-Ville-Rose, toujours active, oui? Oui, oui, ça, c'est ça. Même si je ne suis plus pour le programme, c'est certain que la cause me tient à cœur. C'est ça. C'est la 5e édition cette année et le 4e souper. Oui. C'est ça. Et quelles sont les nouveautés cette année? Les nouveautés, il y a des choses qu'on ne vous dévoile pas parce qu'on veut garder un petit peu la surprise là, pendant le souper. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que je parle pas juste pour le souper, là, mais je parle pour l'événement Saint-Raymond-Ville-Rose. C'est que cette année, on a un restaurant qui s'implique pour ramasser des sous aussi. Plus ça va, plus la population embarque dans toutes sortes d'événements. Ce restaurant-là, le restaurant La Fourchette du Roi, vont faire un souper indien le 3 octobre. Nous, c'est le 12 octobre. On a la bière Rosavie cette année, la bière du Roquemont. Le Roquemont a fait une bière rose pour souligner l'événement, qu'on va pouvoir en prendre pendant le mois d'octobre. Le souper rose en tant que juste pour le souper, des nouveautés, des bénévoles nouvelles. On a Denise Ayotte cette année qui va travailler avec moi comme bénévole, en plus des gens de la ville. C'est toujours un gros party, c'est toujours bien agréable, c'est toujours, on essaye de le changer un peu. C'est certain que la formule est la même, c'est un souper 3 services, il y a plein d'animations, puis c'est là que je garde les surprises. On va voir Marie-Élise toujours le tour d'inventer et de réinventer des choses. C'est certain qu'il y a toujours une partie où on parle aussi, qu'on donne un peu plus d'informations. Témoignages aussi. Témoignages, on en a un encore cette année. Puis je pense que ça va être encore touchant. Oui. Vous pouvez accueillir combien de convives? L'an passé, on était proche 320, je pense que c'est 316 ou 318, mais c'était vraiment le maximum. Là, cette année, en tout cas, on a 320 billets de sortie, 310, c'est certain. On a les tables de 10, on fait des tables de 11 maintenant. Tout de suite, ça vient faire 28 personnes de plus. L'année passée même, on avait mis des tables où est-ce qu'il était 12. On a rajouté des tables, mais on ne peut pas trop non plus
serré. Il faut que les gens soient capables de faire le service. Il faut que le restaurant fasse le service. Puis on a une scène aussi parce qu'on a toujours la musique, on a l'animation de Marie-Élise, ça fait que ça prend de l'espace aussi. Oui. C'est certain qu'on n'aurait pas un orchestre qui prend la moitié de la salle. C'est sûr. Les billets sont disponibles maintenant? Oui, ils sont disponibles maintenant au centre multifonctionnel. Au coût de 40? C'est 40 taxes incluses. C'est aux heures d'ouverture du centre multifonctionnel le jour. Je pense que quelques soirs aussi, c'est ouvert. Oui. Tout le mois d'octobre, en fait, on demande aux commerçants, aux gens de s'illuminer ou à tout le moins de porter un rose. Et là, c'est ça. De plus en plus, il y en a. On voit des fois, je pense, moi, en montant au lac Sept-Îles l'an dernier, c'était le fun. Je voyais du rose un petit peu partout. Le manoir du lac s'était mis des belles boucles roses. Dans le centre-ville, on avait des boucles roses, on avait des lumières, on avait des petites boîtes à fleurs avec du rose dedans. Les gens portent du rose aussi, comme au souper rose. La plupart portent toujours une petite touche de rose. On n'oblige pas personne à s'habiller en rose, c'est bien sûr, mais une petite touche de rose, c'est agréable. Oui. Alors, Christiane Huot, merci beaucoup de cet entretien. Puis bon mois d'octobre en rose. Merci beaucoup. Le lundi 10 septembre dernier se tenait la Journée mondiale de prévention du suicide. Une trentaine de centres de prévention du suicide au Québec organisaient une activité populaire pour célébrer la vie. Dans Portneuf, les gens du Centre de prévention du suicide de l'organisme en santé mentale L'Arc-en-Ciel se sont mobilisés chez l'épicière de Comté, rue Notre-Dame, au centre-ville de Donnacona pour un 5 à 7 épluchettes de maïs et animation. Une cinquantaine de personnes ont pris part sous le thème « Travaillons ensemble pour la prévention du suicide ». Le coordonnateur au Centre de prévention du suicide de Portneuf à l'Arc-en-Ciel, Steve Dubois, nous parle justement de l'importance de travailler ensemble. Ça veut dire que si on est inquiet pour soi, déjà, pour soi, on devrait prendre soin de soi. Si on est inquiet pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à amener les proches près de vous qui auraient des idées suicidaires, qui vous inquiètent. Appelez-nous. On va peut-être pouvoir entrer en contact avec ces personnes puis pouvoir les aider. Travailler ensemble aussi, ça peut vouloir dire de faire un don à l'Arc-en-Ciel. Ça peut vouloir dire aussi de suivre la formation de sentinelles. Donc, monsieur, madame, tout le monde, vous pouvez suivre une formation gratuite en prévention du suicide pour devenir des sentinelles dans la communauté. Il est possible de joindre les intervenants du Centre de prévention du suicide de Portneuf au 418-285-DAVE, 285-3283. Soulignons que, outre Claudie Tremblay, propriétaire de l'épicière de Comté, la ferme Médé Langlois de Neuville a offert gracieusement le maïs à l'Arc-en-Ciel. Les jardins de Deschambault ont fourni des pommes. Des galettes ont été cuisinées par les gens de l'Arc-en-Ciel. L'organisme Patrimoine et musique de Donnacona a animé l'activité en musique et la ville de Donnacona a offert gracieusement l'espace du stationnement pour la fête. De plus, dans le but d'amasser des fonds pour l'Arc-en-Ciel, le directeur général de l'organisme Bertrand Gignac et sa fille Marie Gignac-Fleury présenteront un concert bénéfice intitulé « Entre deux saisons » le vendredi 21 septembre prochain dès 19h30 à la Maison de la Culture Georges Hébert Germain. Et pour nous en parler, nous accueillons justement en studio Bertrand Gignac et aussi Yvon Papillon. Bonsoir à vous deux, Yvon et Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Yvon, vous faites partie en fait du conseil d'administration de l'organisme L'Arc-en-Ciel? Oui, ça fait environ 3 ans que je suis conseil d'administration de L'Arc-en-Ciel. J'étais trésorier, là maintenant, c'est d'un qui m'a remplacé comme trésorier, mais j'occupe un autre poste. Je fais plus de la promotion pour aider à organiser des choses. Là. Oui. Et vous êtes chanteur aussi? Chanteur à mes heures. Manon qui me disait que vous êtes le plus pas vieux en termes d'âge nécessairement, mais le plus ancien élève de Manon. Moi, je suis juste en 4e année de chant, mais j'aurais l'âge pour être rendu plus loin que ça. Ah oui, c'est bien. Bertrand, parle-nous du spectacle avec ta fille. C'est un beau défi. C'est un beau défi. Moi, je suis des cours avec Manon Chénard de l'école du même nom depuis plusieurs années et ma fille aussi. Et puis est venue à un moment donné l'idée de ce rêve-là, que je dirais, de faire un spectacle avec ma fille.
Et puis on s'est dit pourquoi pas le faire au profit de l'Arc-en-Ciel. J'y œuvre depuis 20 ans et j'en suis très fier. Et pour moi, le chant et la santé mentale, ça va ensemble. C'est sûr. Alors, quelle bonne idée pour la rentrée d'inviter de bons chanteurs et amis à y participer, entre autres Yvon Papillon, mais aussi Germain Julien, qui lui a produit un album le printemps dernier. Oui. Et 100% des profits de cet album-là vont à l'Arc-en-Ciel aussi. Donc, quand on voit l'intérêt de la population pour l'Arc-en-Ciel et aussi on voit que nos billets se vendent très bien. C'est à la Maison de la Culture. C'est à la Maison de la Culture Georges Bergerin. Il reste encore des billets. J'ose nommer que l'Arc-en-Ciel est vraiment présent au sein de la communauté portnevoise. Bon, c'est l'objectif. On en parle de plus en plus comme organisation quand même. Oui. Depuis plusieurs années. Puis... Précédemment, dans le bulletin, on a parlé de la forêt nourricière. On est impliqué beaucoup. On est impliqué à plusieurs niveaux, dû entre autres au fait que l'Arc-en-Ciel opère dans plusieurs missions. Hein. On parle du Centre de prévention du suicide, mais on vient en aide aussi aux proches. On fait de la réinsertion et du maintien au travail. On a un centre de jour. Donc, c'est varié. On est présent dans la communauté, avec la communauté. À plusieurs points de service aussi. Saint-Casimir encore. Saint-Casimir et Saint-Raymond. Voilà. Donc, au parc des Berges l'été, il fait des services de bar. Avec, ça fait plusieurs années que vous faites ça, la restauration. Tout à fait. Comment vous vivez financièrement? Comment vous réussissez à aller chercher les subventions? La grande majorité de nos revenus proviennent du ministère de la Santé et Services sociaux, donc sous des enveloppes en santé mentale. Et il y a aussi toujours un apport important de la population en termes de commandites, de dons. Et le spectacle va dans ce sens-là aussi quand on fait différentes activités. Justement. Maintenant, on ne survivrait pas à faire que des activités de financement parce que l'idée majeure derrière ça, autre le fait que je veux être très heureux de partager la scène avec ma fille, c'est du fait qu'on va faire connaître les services de l'Arc-en-Ciel. Donc, c'est de la visibilité. Hein. Là, c'est la rentrée. Donc, on veut faire connaître les activités de l'Arc-en-Ciel pour cet automne. Le 21 septembre, en fait, c'est l'automne. Oui. Officiellement qui commence. On est entre deux saisons. On est entre deux saisons. Je trouvais que l'idée était bonne de faire ça le 21 septembre. C'est pas l'été, c'est pas l'automne. On est entre deux saisons. Puis peut-être que des fois en santé mentale, on est entre deux saisons aussi. On est dans notre tête des fois au printemps ou en hiver, comme le dit la chanson de Serge Gianni. Qui sera chantée d'ailleurs. Qui sera chantée d'ailleurs ce soir-là. Je vous en dis pas plus. Puis le spectacle, en fait, c'est à la Maison de la Culture, c'est vendredi, donc ça commence à 19h30. 19h30, tout à fait. Puis les billets, comment on peut s'en procurer? Le plus simple, c'est d'appeler à l'Arc-en-Ciel au 88 285 3847 et de réserver des billets ou encore s'y rendre au 331 Notre-Dame à Donnacona pour les acheter au coût de 15 $. La totalité des argents vont à l'Arc-en-Ciel. À l'Arc-en-Ciel. À quoi ça peut servir? Comment vous utilisez justement ces montants d'argent-là que vous recueillez de la population? Il y a plusieurs types de services, comme je disais tout à l'heure, à l'Arc-en-Ciel. Donc, on a une enveloppe totale de dons. D'une année à l'autre, on va prioriser différents projets. L'an passé, on avait une de nos priorités qui était l'accompagnement aux agriculteurs, qui était une clientèle en prévention du suicide qui nous préoccupe. C'est le premier, ça, quelque part au Québec, je pense, ce genre de... L'Arc-en-Ciel a quand même été, il faut rester humble, mais l'Arc-en-Ciel est quand même un précurseur au niveau provincial pour ce qui est de l'intérêt de cette clientèle-là qui, quand même, vit des moments difficiles, je dirais, au niveau de sa santé mentale. Donc, on a une priorité, on est en milieu rural, on voit des gens qui sont en difficulté, donc on a décidé de foncer là-dedans et ça a fait des petits un peu partout au Québec, entre autres au regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Là, il y a un intérêt marqué là, pour travailler fort pour cette clientèle-là. Donc,
Les dons vont aller pour ce genre de projet-là. On va parler de la forêt nourricière tout à l'heure. Oui. Ils vont parler de différents projets, entre autres au Parc des Berges. Oui. Donc, il y a plein de possibilités là, pour que tout ça soit redistribué pour le mieux-être de la communauté. 213 Ouais. qui sont bien. Mais d'ailleurs, Yvon, pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé d'adhérer justement comme membre du conseil d'administration d'une organisation, en fait, en santé mentale? Ouais, ben, moi, je viens du milieu syndical. J'étais au Pont-et-Papier à Donnacona. Ouais. Puis, le temps que le syndicat existait à Donnacona, on faisait on avait beaucoup de liens avec l'Arc-en-Ciel parce qu'on a eu des fermetures. Avant, en 91, on avait eu la fermeture de la planche isolante. Après ça, on a eu d'autres fermetures. Puis quand on avait des fermetures, moi, comme je m'occupais des assurances, j'étais beaucoup impliqué parce qu'il y avait des gens qui avaient des graves problèmes. Puis avec l'Arc-en-Ciel, ben, on a une référence, on sait quoi leur dire. On n'est pas nécessairement toujours, on a suivi des cours aussi avec l'Arc-en-Ciel, mais on est capable de comprendre et d'aider et d'orienter ces gens-là vers des services. C'est très important quand il arrive des choses comme ça. Revenons peut-être en terminant au spectacle. Manon Chénard sera au piano. Ta fille Marie va chanter et jouer du piano aussi. Durant le spectacle. Oui. Et, Yvon Papillon, Yvon aussi, Julien, et moi, je ferai mon possible sur scène. Ben oui. Et nous aurons le meilleur animateur de la région. Ben oui, j'ai accepté d'animer effectivement cette soirée. La santé mentale aussi m'intéresse passionnément. Alors, ça me fait vraiment plaisir de participer, de partager ce moment avec vous. Donc, ce vendredi 21 septembre, à compter de 19h30. Et les billets sont en vente au coût de 15 $ à la réception de l'Arc-en-Ciel ou les membres, en fait, de l'organisation. Tout à fait. Voilà. Bertrand Gignac, Yvon Papillon, merci beaucoup. Merci beaucoup. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le maire Pierre Delbecq et ses partenaires ont procédé ce jeudi avant-midi à l'inauguration du parc et de la fontaine de place de l'église. Dans son ensemble, ce projet vise à réunir la piste cyclable, le chemin de la Liseuse à la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf via la station touristique du Chêné. La première phase consistait à aménager une fontaine à place de l'église et l'ensemble des 3 phases est évalué à près de 2 millions de dollars. Nous vous donnerons plus de détails et certains commentaires des intervenants au cours du prochain bulletin de nouvelles. La Sûreté du Québec demande toujours l'aide du public pour retrouver Normand Mérand. 70 ans de Saint-Ubalde. Il a été vu pour la dernière fois le jeudi soir 9 septembre dernier vers 18h, quittant une résidence de la rue Saint-Jacques à Saint-Ubalde pour se diriger vers Saint-Casimir. Il était à bord de son véhicule de marque Toyota, modèle Corolla, année 2016, de couleur rouge. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une chemise pâle et un manteau noir. La Sûreté du Québec a installé un poste de commandement en face de l'église de Saint-Casimir sur la route 363 cette semaine, mais en vain. Alors, toute personne qui apercevrait M. Normand Mérand est priée de communiquer avec le 911. Le club de moto Free Chapter Portneuf a organisé le samedi 8 septembre dernier la première édition de la Ride Don au profit de la Fondation Mira. Plus d'une 60aine de motocyclistes ont sillonné les routes de Portneuf et auront permis d'amasser plus de 3 000 $ pour la Fondation Mira. Le concept Free Chapter, une organisation sans but lucratif, a vu le jour à Bordeaux, en France, en 2003 et a été fondé au Québec le 29 janvier 2015. On compte actuellement 6 chapitres, dont celui de Portneuf. Ces clubs de moto, qui sont aussi des clubs sociaux, organisent à chaque année des activités bénéfices pour venir en aide à l'une ou l'autre des fondations. Pour cette année, pour cette première édition du Ride Don dans Portneuf, les membres du club ont choisi la Fondation Mira, qui offre gratuitement des chiens guides et des chiens d'assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices, ainsi qu'aux enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Les actualités culturelles après la pause.
Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Le vendredi 7 septembre dernier, à la salle Luc Plamondon de l'école secondaire de Donnacona se tenait la soirée de première du documentaire La gang des exclus. Un film long-métrage d'1 heure réalisé et produit par Mick Landry de Donnacona. Le film traite de l'intimidation et propose une solution à partir d'une histoire vécue et écrite par Annie Verrette. Mick Landry nous résume l'histoire. Dans les années 90, Annie Verrette venait ici même à l'école et puis elle subissait de l'intimidation. Elle s'est dit, là cette année, c'est assez, c'est fini l'intimidation, ça fait que je vais trouver une solution. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est de prendre tout le monde qui subissait l'intimidation et de les réunir et de former la gang des exclus. Donc la gang des exclus, c'est à la fois un documentaire et à la fois une reconstitution partielle de son histoire. Et ce soir, c'est la soirée de première. Suite à la présentation, Mick Landry et son équipe ont remis des certificats aux jeunes participants du film dans un contexte de stage en cinéma. Écoutons un petit extrait du film. Ce mercredi soir, à la Maison de la Culture, Georges Hébert Germain de Donnacona, les responsables du comité loisirs culture Donnacona ont dévoilé la programmation des activités automne-hiver 2018-2019. Un cahier culturel a été imprimé qui regroupe toutes les activités des 4 partenaires principaux qui sont les loisirs et la culture de la municipalité, la bibliothèque Art Spec Portneuf qui gère la programmation de la salle Luc Plamondon et le relais de la Pointe aux Écureuils. Parmi les spectacles, notons le 13 octobre Remember, un hommage à Bryan Adams, le 17 novembre le Jazz de mon pays avec le pianiste Jean-François Lambert, le 19 janvier The Homeboys, un hommage à Tom Betty, le 16 mars BJX Experience, c'est un hommage à Bon Jovi et le volet conférence touchera le 2 novembre Walt Disney, l'Irlande le 30 novembre, l'Italie le 8 février et Hawaï le 5 avril. Différentes activités se tiendront durant les journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre prochains. Écoutons maintenant notre nouveau collègue à la culture, David Alexandre Vincent, qui nous dresse une liste des événements à venir dans Portneuf. Bonsoir, voici votre agenda culturel des prochains jours. D'abord, un événement qui est attendu année après année, c'est le retour de la route Art et Saveurs de Portneuf cette fin de semaine, donc du 15 au 16 septembre. Producteurs et transformateurs agroalimentaires, artistes et artisans de Portneuf y participeront. Ils seront au total 47 et c'est presque toutes les municipalités de la MRC qui vont être représentées. Il y a entre autres des prestations, des démonstrations et des ateliers qui seront offerts tout à fait gratuitement, sans oublier les traditionnelles portes ouvertes dans plusieurs fermes et ateliers d'art. Jeanne Couture, la présidente de l'événement, nous explique les raisons d'être de la route. Dans la MRC de Portneuf, il y a énormément de petites entreprises, beaucoup de travailleurs autonomes. Ça attire vraiment des gens très créatifs, en fait, dans la région. Et cette route-là permet vraiment de mettre en valeur ces gens-là, ces talents-là, que ce soit en agro ou en art. L'organisation assure qu'il y en aura pour tous les goûts. Alors, afin de connaître la programmation complète de ces 2 jours de découverte dans la région de Portneuf, on se rend sur le site web www.routeartetsaveurs.com. J'en ai plein mon casse de la guerre puis de
de toutes les autres affaires qu'un artiste se doit de dénoncer. Quand il va chercher son trophée, j'en ai plein mon jazz. L'auteur, compositeur, interprète québécois Émile Bilodeau sera en prestation ce vendredi 14 septembre au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Il viendra présenter les chansons de son premier album, Rite de passage. Il a un style de musique qui sonne tantôt folk, tantôt rock, et son but, lorsqu'il se produit sur scène, c'est d'utiliser l'humour et la sensibilité pour séduire son public. Le spectacle d'Émile Bilodeau débute demain à 20h et en première partie, ce sera le jeune artiste de Québec, Jérôme 50. Les Journées de la culture vont se tenir les 28, 29 et 30 septembre prochains un peu partout au Québec. Elles ont pour but de favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture en proposant des activités ouvertes à tous et ce, tout à fait gratuitement. Les artistes, artisans, travailleurs culturels, intervenants des milieux communautaires, municipaux, scolaires ou des affaires sont invités à soumettre leurs activités pour les journées. Faut faire vite puisque la date limite est ce vendredi 14 septembre avant 16h. Maintenant, le dépanneur communautaire Le Pop de Grondines accueillera l'artiste Urbain Desbois ce samedi 15 septembre à compter de 21h. Le chanteur montréalais a un style bien à lui. On va d'ailleurs écouter un extrait d'une de ses chansons. Je veux être norme, briser des chaînes, m'allumer un peu, allumer des feux. C'est un spectacle qui se veut intimiste et il y aura de la bière ainsi que du vin qui seront en vente sur place. Le coût des billets est de 15 $ directement à la porte. Je vous rappelle qu'il ne reste que 2 dimanches avant la fin de la saison du marché public de Saint-Raymond. C'est situé dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway. Alors chaque dimanche de 9h30 à 13h30, il y a plusieurs producteurs locaux qui vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits du terroir. Également sur place, il y a des artistes, des chansonniers invités, puis des activités pour les familles. Ce dimanche, il y aura entre autres la présence de Jenny Paquette, une céramiste. L'icône de la musique autochtone Florent Volant sera au Moulin Marcoux le 21 septembre prochain. Il présentera entre autres du matériel de son nouvel album en langue Innu. Sa démarche de création actuelle s'inscrit dans la volonté d'échange et de rapprochement entre les Autochtones et les non-autochtones. À travers ses chansons, il vous partagera le vécu des communautés des Premières Nations, ainsi que leur désir de sauvegarder leur culture, leur langue et leur histoire. Les billets sont disponibles sur le site moulinmarcoux.com. En terminant, Culture Saint-Raymond est à la recherche d'artistes qui voudraient exposer dans la verrière du centre multifonctionnel Roland-Dion. Les artistes qui seraient intéressés à voir leurs œuvres, leurs tableaux, peuvent soumettre leur demande accompagnée d'un portfolio qui présente leurs œuvres au plus tard le 2 novembre à l'adresse au bas de l'écran. Un comité de sélection analysera les candidatures reçues pour compléter la programmation 2019 du centre. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. David Alexandre Vincent étudie actuellement en journalisme au Collège de la Cité d'Ottawa. Il a entre autres animé et produit une émission à la radio communautaire CIHW, c'est le 100,3 FM sur le territoire de Wendake, dans la grande région de Québec. En plus d'avoir été journaliste et rédacteur en chef par intérim d'un journal autochtone, La Voix des Premières Nations. Alors David Alexandre Vincent nous offrira une chronique culturelle à chaque semaine. Alors d'autres nouvelles après la pause. de Saint-Raymond est disponible depuis le vendredi 7 septembre dernier. Saint-Raymond sera l'hôte encore cette année des tournois de hockey mineur et du championnat de hockey adulte. On compte quelques 200 joueurs de hockey mineur, 350 joueurs de hockey adulte et une cinquantaine de membres du club de patinage à Saint-Raymond. 3 municipalités de la capitale nationale, dont Saint-Raymond, organiseront la grande marche Pierre-Lavoie qui se tiendra simultanément dans 75 municipalités du Québec le samedi 20 octobre prochain. Les participants auront le choix entre un parcours de 5,5 km ou de 3,5 km. Nous vous donnerons d'autres détails au cours des prochains bulletins de nouvelles. Alors, ça complète Info CJSR pour
pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, au montage, à la caméra sur le terrain, de même que Tony et Danick à la caméra sur le terrain. Si vous appréciez, parlez-en aux autres. Et on se laisse avec des extraits du spectacle des deux frères qui avait lieu vendredi dernier dans le cadre du 50e de l'Expo Donnacona et qui a connu un record d'achalandage. Bonne semaine. Sa mère, sa place sur la terre. On vit parfois des drames, on prend parfois les armes.